Et donc, bonjour à tous. On va donc discuter ensemble là, dans les 20-25 minutes qui viennent de l'étude ENCORE, qui est donc l'ECMO véno-artériel pour la prise en charge des infarctus en choc cardiogénique. Donc, c'est un PHRC national avec une promotion donc à PHP, et c'est donc l'URC de Lariboisière qui coordonne la mise en place de cet essai avec donc le centre, l'Institut cardio de la Pitié. Donc, je coordonne cette étude avec en particulier Jean-Philippe Collet qui est ici dans la salle et Gilles Montalesco. Alors, le rationnel de cette étude, je vais aller assez rapidement sur cette partie-là. Donc, la mortalité du choc cardiogénique de l'infarctus, elle reste élevée, entre 45 et 60% à 1 an. Et les dernières données épidémiologiques confirment cela. Depuis une dizaine d'années maintenant, il y a pas mal d'études qui ont été conduites. La première publiée, donc IABP Choc 2, il y a 10 ans maintenant, qui a montré que le ballon de contre-pulsion ne réduit pas significativement la mortalité ni à 1 mois ni à 1 an chez ces patients. Et on a un certain nombre d'études en fait rétrospectives, des séries de cas qui suggèrent que l'ECMO véno-artériel peut améliorer le pronostic de ces malades, et ce d'autant qu'on utilise la technique précocement. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place l'étude ENCORE, qui va évaluer si cet ECMO précoce associé au ballon de contre-pulsion. Le ballon de contre-pulsion ici va être utilisé en complément de l'ECMO pour diminuer donc les pressions dans le ventricule gauche, qui est une des complications classiques de l'ECMO véno-artériel, par rapport à donc un traitement médical optimal avec une revascularisation précoce dans les deux groupes. Donc, si on reprend la dernière classification SKY là, du choc cardiogénique et de la gravité du choc cardiogénique, donc de A à E, A et B étant des stades dits de pré-choc, C étant le stade classique du choc cardiogénique avec la définition classique hémodynamique, D et E les stades de gravité ultime, surtout le stade E. Et quand on regarde en fait sur les dernières années les séries de cas publiées, les patients qui ont reçu ou qui reçoivent encore actuellement une ECMO dans le cadre d'un choc cardiogénique à la phase aiguë d'un infarctus sont essentiellement en cette classe E de SKY, c'est-à-dire des patients qui échappent en fait à tout traitement médical. Et le but de l'étude ENCORE, c'est d'inclure des malades plus précocement d'une part, et des patients moins graves, pas en choc réfractaire, et en particulier les patients à partir du stade C de la classification de SKY. C'est le stade en fait qui était défini dans les deux grandes études sur le choc cardiogénique qui ont été publiées là dans les 10 dernières années, IABP Choc 2 et Culprit, où la grande majorité des patients étaient en classe C, avec un certain nombre de patients bien sûr en classe D et E, mais la grande majorité étant en classe C. Et quand on regarde en particulier ces données Culprit, ça c'est une diapositive qui est issue du supplément online de ce papier. Les causes de mortalité, encore une fois, vous voyez la mortalité est importante dans cette étude-là, près de 50%, et la grande partie de la mortalité en fait est liée à du choc réfractaire, donc suggérant qu'il y a, avec l'ECMO véno-artériel, à condition qu'on puisse la mettre suffisamment tôt pour prévenir cette évolution vers le choc réfractaire et les défaillances multiviscérales associées, un gisement de malades ici pour lesquels donc, on peut franchement améliorer le pronostic. Et d'ailleurs, c'était ce qui était suggéré ici dans l'éditorial qui accompagnait le manuscrit là, de Culprit, donc signé par Judith Hockman, la papesse du choc cardiogénique aux États-Unis, qui dit maintenant il faut absolument réaliser une étude dans le cadre du choc cardiogénique de l'infarctus avec l'ECMO véno-artériel, avec la méthodologie rigoureuse des derniers essais randomisés, en particulier ceux réalisés par Holger Thiele en Allemagne. Et quand sur cette diapositive, on replace les courbes de survie là, de choc 2 ici, de Culprit. Alors, Culprit, c'est malade tritronculaire, donc la mortalité était un peu supérieure. Ici, en vert, nous, c'est notre cohorte de choc réfractaire, qui étaient tous en classe E
donc beaucoup plus grave en fait que dans Culprit et ABP Shock 2. On a quand même une survie qui est proche en fait de ces malades-là. Donc on se dit que si on arrive à mettre l'ECMO plus tôt, on va clairement pouvoir avoir un gain ici en termes de pronostic chez ces malades. Donc voilà le rationnel. Le dessin de l'étude, c'est une étude randomisée, prospective, comparative, ouverte, bien sûr, en 2 bras parallèles. Alors, il y a un certain nombre de centres qui sont des centres ECMO en région parisienne et en région en France. Et puis, en région parisienne, on a un certain nombre de centres qui sont sans ECMO sur place. Et donc, les patients seront randomisés et l'ECMO sera mise en place par l'une des unités mobiles d'assistance circulatoire, la Pitié représentant pour l'instant la grande partie de cette capacité de mise en place donc d'ECMO à distance d'un centre. Et donc, si les patients sont randomisés à distance d'un centre ECMO dans le bras ECMO, l'unité mobile se déplace, met en place l'ECMO et ramène le malade dans le centre ECMO. Je vous montrerai ça dans une diapositive juste après. Donc, le but de la recherche, c'est de déterminer si cette association précoce ballon ECMO permet d'augmenter donc la survie de patients par rapport à un traitement médical seul. Le critère principal d'évaluation qu'on a défini, c'est un critère qui est l'échec de la stratégie, donc stratégie invasive ECMO ballon versus stratégie médicale, AJ30. Cet échec est défini comme le décès toute cause dans le bras ECMO ou le décès ou la nécessité d'une ECMO de sauvetage. Et on reverra donc les critères de cette ECMO de sauvetage juste après pour les malades randomisés dans le bras contrôle. L'étude est fabriquée pour randomiser 400 patients sur une durée de 24 mois, sans en discuter parce que le Covid nous pose de gros soucis, et de nouveau encore en ce moment. Et donc ça, bon, c'est la mise en place. Bon, alors pour ce qui est la mise en place de l'ECMO, il y a des recommandations. C'est une question qu'on nous pose souvent quand on va faire les mises en place sur la mise en place de cette ECMO. Il y a des recommandations pour que cette mise en place soit faite uniquement par voie percutanée et coguidée. Alors, ce n'est pas encore donc une stratégie qui est adoptée par tous les centres en France, mais c'est quelque chose qui a montré dans notre expérience un bénéfice en termes même de mortalité. Et à chaque fois que c'est possible, donc il faut recourir à cette technique percutanée et coguidée qui donne vraiment le meilleur pronostic à la fois en termes de mortalité, mais aussi bien sûr en termes de morbidité, en particulier au niveau du site de cannulation. Donc voilà le circuit patient global en fonction du centre de randomisation. Donc ça, c'est vrai essentiellement pour l'instant en région parisienne. En région, il n'y a pas pour l'instant de centre qui travaille avec un centre non ECMO. Donc en région parisienne, quand le patient est réalisé dans un centre non ECMO et qu'il est dans le bras ECMO, c'est l'UMA qui se déplace pour ramener le patient dans le centre ECMO. Lorsque le patient est sevré de l'ECMO et qu'il a récupéré, il est réadressé dans le centre qui avait randomisé le malade initialement. Et d'ailleurs, le premier malade randomisé dans Encore était un malade qui a été randomisé à ECMO, qui est un centre donc, où il n'y a pas de capacité d'ECMO sur place. Il a été donc implanté par l'UMAC, traité à la Pitié pendant quelques jours et réadressé à ECMO ensuite quand il s'est franchement amélioré. Pour les malades du bras contrôle, dans ce centre non ECMO, ils sont traités initialement dans le centre où ils ont été randomisés. Et si jamais il y a besoin d'une ECMO de sauvetage, donc c'est l'unité mobile qui se déplace selon ici les mêmes modalités. Encore une fois, on verra dans quelques minutes les critères ici pour décider de cette ECMO sauvetage dans le bras contrôle. Donc maintenant, de manière importante, les critères d'inclusion. Ce sont des chocs cardiogéniques donc en phase aiguë de l'infarctus du myocarde avec ou sans sus-décalage du segment ST, revascularisé par angioplastie déjà réalisé ou immédiatement planifié. Ça, c'est pour les chocs extrêmement graves qui arrivent d'emblée en salle de cathé. Donc, il est possible de randomiser directement ces patients à l'arrivée en salle de cathé si ils présentent les critères d'inclusion, avec des critères hémodynamiques classiques qui sont une pression artérielle inférieure à 90 pendant plus de 30 minutes ou la nécessité d'un support en amine pour maintenir cette pression, des signes de congestion pulmonaire
Donc là aussi, on pose la question, c'est souvent des signes un petit peu cliniques, classiques, quelques crépitants au niveau des bases pulmonaires pour ce signe-là. L'un des signes d'insuffisance circulatoire périphérique suivants, des signes cutanés, des signes neurologiques et confusion, trouble de la conscience, une diminution de la diurèse ou un lactate supérieur à 2. Donc, c'est l'un de ces signes ici. La randomisation doit se faire dans les 24 heures du début du choc. Donc, après, bien sûr, l'obtention du consentement, et on verra tout ça aussi sur une diapositive suivante. Donc, en fait, clairement ici, ce sont des malades qui potentiellement ont, c'est classe C de Sky. Et quand on avait dessiné cette étude, c'est pas très compliqué. On a repris en fait les critères d'inclusion, de laisser IABP choc 2 et culprite qui étaient aussi quasiment les mêmes, à la réserve qu'il fallait une atteinte tritronculaire au moment de la randomisation, puisqu'on sait que dans ce cadre-là, la mortalité à 1 mois est de 40%, la mortalité à 1 an est de 50% sur des études récentes réalisées en Allemagne, avec des stratégies à la fois de revascularisation et de prise en charge qui étaient optimisées. Les critères de non-inclusion, donc c'est les patients mineurs, les femmes enceintes. Donc le choc de plus de 24 heures, on l'a vu sur le critère là aussi d'inclusion. Les chocs dus à une autre cause, hypovolémique, anaphylactique ou vagale. La question qu'on nous pose aussi au moment de l'inclusion, c'est de savoir ce qu'on fait des chocs dus principalement à un infarctus inférieur avec éventuellement une extension OVD. Donc peut-être pour cela, c'est vrai que souvent il y a une évolution relativement favorable en quelques heures. Il faut peut-être attendre un tout petit peu avant de les inclure. Bien sûr, un choc dû à une EP massive, un massage cardiaque de plus de 30 minutes et où la somme des massages, des séquences de massage cardiaque qui sont supérieures à 30 minutes, donc avant la randomisation, puisque là, on sait également que dans ce cadre-là, la mortalité et les séquelles en particulier neurologiques vont être beaucoup plus importantes. Quand on regarde les grandes séries épidémiologiques, le choc cardiogénique à la phase aiguë de l'infarctus, il y a à peu près la moitié des malades qui vont faire un arrêt cardiaque. Mais le plus souvent, c'est un arrêt rythmique qui va être récupéré extrêmement rapidement après un choc électrique. Bon, après, c'est les malades les plus graves, ceux qui n'ont plus aucune activité intrinsèque, des patients moribonds ou avec un SAT2 supérieur à 90, la nécessité d'une revascularisation chirurgicale, une atteinte neurologique irréversible, une complication sévère de l'infarctus, IM massif, CIV de tamponade, une petite IM n'est pas une contre-indication, une artériopathie périphérique sévère qui va donc compromettre la mise en place des canules d'ECMO, une insuffisance aortique supérieure au grade 2, donc grade 3 ou 4, là aussi qui va rendre l'assistance par ECMO non opérante, et des patients qui ont des comorbidités sévères avec une espérance de vie limitée inférieure à 1 an, un antécédent de TIH aussi de type 2, de thrombopénie induite par l'héparine prouvée, là aussi qui va gêner la mise en place de l'ECMO et l'anticoagulation par héparine. Et le dernier critère, c'est le dispositif d'ECMO non disponible immédiatement. Donc, voilà pour les critères d'exclusion ou de non-inclusion. Ouais, Jean-Philippe. Il faut juste préciser aussi une intubation trachéale, c'est pas une contre-indication. Voilà. Parce que souvent, les gens peuvent arriver avec un arrêt hospitalier. Parfois, ils sont intubés. Souvent. Donc, ils arrivent, ils sont en choc intubés. Ce n'est pas une contre-indication à la Ça convient à préciser parce que les gens ont l'impression qu'on ne peut pas forcément recueillir le consentement des patients. Ouais. Et en fait, on a tendance à ne pas appeler. C'est des très bons candidats. Ouais, ce sont des très bons candidats, les arrêts, parce que là aussi, il va y avoir une sidération myocardique et c'est une population de patients pour lesquels on a aussi des très bons résultats. Donc, c'est quelque chose, là aussi, bon, encore une fois, on a été gêné par le Covid et les laisser vraiment juste au début, en fait, puisqu'on a ouvert les centres, on est encore en train d'ouvrir des centres tout au mois de janvier, tout le long du mois de janvier. Et donc, on va repasser un petit peu dans tous les centres pour rappeler quels sont ces critères d'inclusion. L'ECMO, c'est assez intuitif, entre guillemets, pour les patients qui sont d'emblée en choc réfractaire. Mais clairement, ici, on a toute une population de malades pour lesquels la mortalité, on le sait, est à 40% globalement.
et pour lesquels donc, il faut penser donc, à l'ECMO précoce et avec une randomisation qui doit être faite encore une fois dans les 24 heures. Alors la randomisation, elle peut être faite directement en salle de cathé, comme l'a dit Jean-Philippe, pour un malade qui est gravissime d'emblée, et même si ce malade va nécessiter une ECMO dans la demi-heure, on peut le randomiser. S'il est dans le bras contrôle, il est possible de passer d'emblée donc en rescue et ECMO de sauvetage. Si le malade a fait un arrêt cardiaque et intubé ventilé, à condition que l'arrêt n'ait pas été massé plus de 30 minutes, il est bien sûr aussi incluable d'emblée. Donc, il y a à la fois des malades très graves et qui peuvent être randomisés d'emblée, des malades moins graves, en particulier ce qu'on disait tout à l'heure là, sur les infarctus inférieurs. Peut-être il faut attendre une douzaine d'heures parce que si le patient, avec un peu de remplissage et un tout petit peu de dobutamine pendant quelques heures, au bout de 12 heures se trouve très bien, ce n'est peut-être pas non plus le malade idéal, mais tous les infarctus antérieurs étendus, en gros, il faut les randomiser parce que c'est vraiment la population élective, là, ici, pour montrer un bénéfice à cette stratégie. Alors, justement, sur le consentement, comme c'est des malades qui sont par définition graves en choc cardiogénique, on ne peut pas recueillir le consentement du patient parce que ce n'est pas éthique de recueillir le consentement d'un patient en état de choc par définition en bas débit cardiaque. Donc, il est possible de randomiser le patient en situation d'urgence. Deux situations, la famille est présente et donc on peut demander le consentement aux proches s'il est présent et le patient signera ensuite, quand il aura recouvré ses capacités, le consentement de poursuite. S'il n'y a pas de proche présent, il est possible dans l'urgence de randomiser le malade et on fera signer aux proches, lorsqu'il se présentera dans le service, un consentement de poursuite pour le proche. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est le patient qui prendra la décision de signature de son consentement de poursuite lorsqu'il aura recouvré ses capacités. Mais c'est extrêmement important. Il est possible de randomiser immédiatement à l'arrivée en salle de cathé un patient grave. La randomisation, ça prend 1 minute. On a discuté avec Jean-Philippe, là, il y a en particulier sur les critères de non-inclusion, ils sont nombreux. Donc, moi, j'ai demandé à ce que tout ça soit simplifié, à ce que l'on puisse cliquer sur une case seulement pour mettre non en une seule fois à tous les critères de non-inclusion, ce qui fera gagner peut-être encore 30 ou 45 secondes. Et dans ces situations d'urgence, je pense que c'est important. Et cette randomisation se fait là sur le site CleanWeb, qui est donc le site de production des CRF de l'AP-HP. Bon, il est plutôt efficient. Et encore une fois, ça va relativement vite. Il y a quelques informations démographiques à recueillir sur le patient, de cliquer sur les critères d'inclusion et de non-inclusion. Et encore une fois, on va faire en sorte que tout ça soit encore optimisé dans les jours qui viennent. Autre point maintenant particulièrement important pour ce protocole, c'est la gestion des ECMO de sauvetage dans le bras contrôle, puisque ce critère fait partie du critère principal d'évaluation. Encore une fois, dans le bras contrôle, on compte comme échec de stratégie à la fois le décès et la nécessité d'une ECMO de sauvetage. On a beaucoup discuté sur ces critères d'ECMO de sauvetage qui sont parfois considérés comme durs, mais encore une fois, ce critère fait partie du critère principal d'évaluation. Il était extrêmement important, d'une part, que ce soit des vrais critères d'échec et d'autre part, qu'il y ait une validation de ces critères par le centre investigateur principal, ici avec le numéro de téléphone, donc 2424, là où on a la possibilité de valider, de discuter et de valider donc ces critères d'ECMO de sauvetage, le 01 84 82 75 44, c'est la ligne du réanimateur là, de mon service à la Pitié-Salpêtrière. Donc 3 situations où on va pouvoir réaliser cet ECMO de sauvetage. Un choc réfractaire défini par un index inférieur à 1,2 litres-minute mètre carré ou une ITV sous-aortique inférieure à 6 cm, malgré la correction d'une hypovolémie, de l'utilisation de doses d'amine à haute intensité,
d'un lactate supérieur à 5 ou de l'augmentation du lactate de plus de 50% au cours des 6 dernières heures. Donc ça, c'est le premier critère de choc dit réfractaire. Deuxième critère, arythmie létale non contrôlée, malgré l'optimisation du potassium, du magnésium, une intubation de ventilation mécanique avec sédation profonde, une dose de charge de cordarone et la perfusion de xylo-IV. Le troisième critère étant l'arrêt cardiaque réfractaire avec la nécessité la présence de 2 arrêts cardiaques sur 1 heure avec une reprise d'activité de plus de 5 minutes ou un arrêt réfractaire de plus de 20 minutes. Alors, bon, dans cette situation-là, bien sûr, l'ECMO de sauvetage va être déclenché immédiatement et la validation automatique, bien sûr. Voilà, donc c'est encore une fois, ça c'est le point vraiment important pour cette situation-là. On a eu, nous, sur un des malades qui a été randomisé dans le service, là dans le bras, contrôle, donc cette situation qui est survenue dans les heures qui ont suivi, donc la mise en place, la randomisation. Voilà, et donc là, les hotlines, à la fois pour l'ECMO de sauvetage, donc la validation, et pour l'Île-de-France, donc ça, c'est notre hotline donc, du MAC. Donc, il y a une UMAC aussi qui est disponible à la HEGP. Vous sortez pas pour l'instant. Donc, je crois qu'il y a pour l'instant, c'est nous et Mondor qui donc avons cette UMAC qui est active. Voilà, donc bon, très rapidement maintenant, donc le critère principal d'évaluation est évalué à J30. Il y a un recueil des données tant que le patient est en réanimation jour à jour, qui est précis pendant les 48 premières heures, en particulier sur l'évolution hémodynamique du taux de lactate, etc. Et ensuite, après les 48 premières heures, c'est un recueil de données de pancarte, en gros, jour par jour, et d'un certain nombre de données biologiques. Le protocole ne nécessite pas la réalisation d'examens complémentaires particuliers. Soit ils sont réalisés et on les prend, soit sinon on prend le dernier examen qui a été réalisé, en particulier pour le calcul jour à jour des scores de gravité type SOFA. Et puis, il y a une visite à 1 an ensuite avec donc le statut du patient et le recueil des événements indésirables. Il y a aussi à 1 an donc l'évaluation de la qualité de vie avec des scores, les scores classiques SF36 en particulier de qualité de vie. Le dernier mot concerne le circuit pharmaceutique. Donc, on a des consommables à la fois pour les kits d'ECMO, les ballons de contre-pulsion, les kits d'insertion de l'ECMO, les canules d'ECMO, qui sont des produits spécifiques qui sont fournis par Getinge pour le protocole, uniquement pour les malades randomisés dans le bras ECMO. Les ECMO de sauvetage se font avec le matériel standard utilisé par le centre, mais pour tout ce qui concerne le bras ECMO, donc c'est du matériel spécifique, spécifiquement étiqueté encore. Donc avec sur le CRF ici, la réalisation d'une ordonnance de réapprovisionnement du matériel lorsque le matériel a été consommé. Et donc ça, il faut que, bon, là c'est juste le début encore une fois, mais il faudra qu'on optimise ce circuit donc avec les pharmacies d'une part et avec Getinge de l'autre côté. Et on va rediscuter de ça éventuellement avec Corinne qui est ici là sur donc l'approvisionnement en matériel. Et donc le dernier point, mais ça on le discute aussi au cas par cas quand on va faire les mises en place sur la gestion du matériel, le stockage, parce que c'est ça en fait qui parfois peut pêcher un tout petit peu. Et c'est vraiment à chaque centre ensuite de déterminer quelle est la meilleure solution, en particulier pour le stockage. C'est des situations d'urgence à chaque fois et il faut que le matériel, tout le monde sache où est le matériel. Et l'utilisation de matériel, et puis ensuite derrière demander le réapprovisionnement. C'est des problèmes pratiques mais qui sont importants pour que le protocole marche bien. Donc voilà, je crois que c'était ma dernière diapositive.